De l'eau, encore de l'eau, beaucoup d'eau. C'est le grand océan, l'océan Pacifique. Une immensité liquide qui s'étend sur plus du tiers de la planète. Un infini de bleu semé de miettes de terre. Ici, on trouve les héritiers des grands voyageurs qui, voici 3000 ans, sont partis de l'Asie du Sud-Est et ont mené leurs pirogues d'île en île. Sans carte ni boussole, mais fins connaisseurs des étoiles, des vents et des courants, ils ont colonisé ces petits bouts de terre sur des milliers de kilomètres. Aujourd'hui, je pars à la rencontre des descendants des conquérants du grand océan, vers un archipel du Pacifique Sud menacé par la montée des eaux. Vous voyez ce paysage de carte postale ? Eh bien, croyez-le ou non, il est en danger. La montée des eaux, due au changement climatique, menace de submerger ces îles paradisiaques et de forcer leurs habitants à s'exiler. Cap sur un archipel du Pacifique où la beauté des îles se mêle à l'urgence climatique. Cet archipel, c'est Tuvalu. Les îles Tuvalu sont situées dans l'océan Pacifique Sud, à mi-chemin entre l'Australie et Hawaï, et entre les îles Kiribati et les îles Fidji. Cet archipel volcanique est composé de 9 îles, dont 6 atolls et 3 îles coralliennes. Donc il y a d'abord Nanumea, Nanumaga, Nayutao, Niue, Vaitupu, Nukufeto, Funafuti, la plus petite île Niulakita et Nukuleile. Le drapeau des Tuvalu évoque justement ces 9 atolls, avec comme couleur de fond le bleu de la mer pour l'océan Pacifique, auquel vient se superposer les 9 étoiles qui représentent les îles et les atolls de la couleur du sable. Et on y voit aussi le drapeau britannique, puisque les Tuvalu sont une ancienne colonie du Commonwealth. Et la grande bande de terre étroite en forme de boomerang où je viens d'atterrir, c'est Fongafale, l'île principale située sur l'atoll de Funafuti, le plus grand atoll des îles Tuvalu. Dans sa partie la plus large au niveau de l'aéroport, l'île ne dépasse pas 400 mètres de largeur et elle s'élonge sur 12 km tout au plus. C'est sur cette petite île que se trouve le village de Vaiaku, où siège le gouvernement et les institutions de Tuvalu. Bon voilà, la réception, la chambre c'est payé. La chambre est juste à côté de l'aéroport. Voilà, juste là, j'ai juste eu à traverser. Bon les amis, bienvenue à Tuvalu. Objectif du jour, faire la découverte de l'île avec cette petite mobilette.
c'est l'atoll de Funafuti, le plus grand atoll des Tuvalu. C'est l'atoll le plus peuplé du pays, qui représente environ 6000 habitants, et l'ensemble de toutes les îles confondues de l'archipel, environ 12 000 Tuvaluans, pas plus. En termes de population, c'est la plus petite nation au monde après le Vatican. Quant à la superficie, Tuvalu ne fait que 26 km². C'est donc petit, très petit. 26 km², pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de la superficie de Disneyland Paris. Donc les îles Tuvalu représentent le 4e plus petit pays du monde après le Vatican, Monaco et Nauru. Et donc on a juste à traverser la route. Ah, des poules. Bon, j'ai pris vraiment au hasard. Je suis au tout début. Je ne sais pas du tout ce que je vais trouver. Du plastique. Bon, par ici c'est plutôt du plastique. Waouh! Bon, comme je vous disais, Tuvalu est le 2e plus petit État au monde par la population et le 4e par la superficie, ce qui veut dire que je vais avoir vite fait le tour en moto. Je vais donc profiter de ma présence dans l'archipel pour vous faire découvrir l'île autrement. Je vous propose dans cette vidéo de dépasser les paysages idylliques et magnifiques des îles Tuvalu et de nous immerger dans l'histoire, la culture, l'économie et les défis environnementaux auxquels ce micro-État fait face. Je vais vous parler aujourd'hui de l'histoire des Tuvalu, ou comment des hommes ont pu atteindre des îlots aussi éloignés des continents, comment un si petit pays peut-il survivre avec une économie aussi restreinte, comment les Tuvaluans combattent les bouleversements et changements climatiques. Je vous emmène ni plus ni moins aujourd'hui découvrir le passé, le présent et l'avenir des Tuvalu. Loin des regards du monde, cette nation minuscule intrigue par son existence même. Comment un si petit pays, au territoire si étendu, a-t-il pu voir le jour? Comment les Tuvaluans ont-ils façonné leur existence sur ces îlots fragiles au milieu de l'océan infini? D'où viennent ces habitants? Partons à la découverte de l'histoire fascinante des Tuvalu. Les premiers habitants des Tuvalu étaient des Austronésiens, habitant alors le littoral de l'actuelle Chine du Sud. En 3000 avant Jésus-Christ, des cultivateurs de riz et de céréales ont commencé leur périple en traversant le détroit de Formose pour s'installer à Taïwan. En tant qu'insulaires, et durant 1 millier d'années, ils en ont profité pour perfectionner leur maîtrise de la navigation. Vers 2000 avant Jésus-Christ, des migrations ont eu lieu de Taïwan vers les Philippines, puis les Austronésiens ont gagné les îles d'Indonésie et les rivages de la Nouvelle-Guinée. Les Austronésiens étaient des navigateurs et des explorateurs hors pair. Vers 1500 avant Jésus-Christ, un autre mouvement, la civilisation Lapita, les a menés d'île en île vers le Pacifique et la Polynésie. Si cette partie sur les flux migratoires depuis l'homme de Néandertal vous intéresse, je vous mets un lien sous la vidéo qui explique beaucoup plus en détail comment la migration austronésienne a été rejointe par une autre migration venue d'Australie et de Nouvelle-Guinée. L'Océanie est le dernier continent à avoir été colonisé par les humains et la dernière partie de l'Océanie à avoir été colonisée était la Polynésie. Les frontières avec la Micronésie et la Mélanésie ont été établies par des cartographes occidentaux du XIXe siècle, mais il existe bien sûr des mélanges et des interactions avec les peuples indigènes répartis sur les 1000 autres îles du Pacifique. Cette division tripartite du Pacifique, Mélanésie au sud-ouest, Micronésie au nord-ouest et Polynésie au centre,
est souvent attribué au Français Jules Dumont d'Urville, officier de marine et explorateur français qui participa à plusieurs voyages d'exploration scientifique entre 1822 et 1840. Il s'est notamment appuyé sur des critères raciaux qui divisaient cette partie du monde en deux grandes couleurs, les jaunes et les noirs, et sur des constatations menées par ses prédécesseurs. À cette division historique, la recherche moderne substitue désormais des critères archéologiques, ethnologiques et linguistiques. Et l'origine des premiers peuplements des îles de Polynésie sont maintenant assez bien connues grâce en particulier à l'apport récent de la génétique. Les Tuvaluans sont donc bien les descendants des premiers habitants austronésiens. Vers le milieu du XIIIe siècle, les Tuvaluans est visités par des Tongiens. Les Tuvaluans sont d'ailleurs longtemps restés dans la zone d'influence culturelle et politique tongienne, avec de nombreux contacts entre les deux ensembles d'îles. D'étroits et fréquents contacts ont été également maintenus avec les îles Gilbert voisines, ex-Kiribati, de langue micronésienne, qui expliquent par exemple la population actuelle de Nui. Cette île, baptisée Isla de Jésus, visitée pour la première fois par l'explorateur espagnol Álvaro de Mendana y Nera en 1568, n'a pas donné immédiatement son nom à l'archipel des îles Ellice, aujourd'hui connu sous le nom de Tuvalu. En réalité, l'archipel a été nommé d'après Edward Ellice, un parlementaire britannique influent. C'est seulement en 1819, lors d'une expédition menée par le capitaine américain Charles Wilkes, que les îles ont reçu le nom d'îles Ellice. Dans les années 1860, des missionnaires samoans s'installèrent sur l'île de Vaitupu. Ils y apportèrent le christianisme ainsi que l'alphabétisation à travers des bibles en langue samoane. À cette époque, des marchands d'esclaves et les baleiniers venaient parfois dans ces îles pour en rasier la population ou en piller les ressources. Du coup, en 1892, les îles deviennent le protectorat britannique des îles Ellice, tout comme les îles Gilbert situées à proximité. C'est donc en 1916 que ces deux protectorats ont été réunis pour former la colonie britannique des îles Gilbert et Ellice. Quelques décennies plus tard, les différences ethniques et quelques tensions générées par deux communautés linguistiques parlant le tuvaluan et le gilbertin poussèrent les Polynésiens des îles Ellice à voter pour la séparation avec les Micronésiens des îles Gilbert. Les îles Ellice devinrent alors la colonie britannique des Tuvalu en 1975, en adoptant un nom autochtone. C'est seulement le 2 octobre 1978 que la nation de Tuvalu obtient son indépendance, sous la forme d'un dominion, le chef de l'État restant la reine ou le roi britannique. Formellement, les Tuvalu sont donc un royaume avec pour chef d'État Charles III. Bon voilà, ça c'est l'aéroport de Tuvalu. Donc c'est marrant, j'étais là tout à l'heure, enfin il y a quelques minutes, j'étais là en descendant de l'avion. Bah, l'avantage c'est que je peux me balader avec ma petite moto dans le pays. Bon voilà, alors on roule à gauche à Tuvalu
Et tout est à gauche, même les systèmes de la moto. Oh la putain de... C'est marrant parce que le code de l'aéroport international de Funafuti, c'est fun. Et franchement, j'ai pas mal voyagé dans le monde, mais je n'avais encore jamais pu me balader comme ça sur la piste de décollage et d'atterrissage. Les Tuvaluans se servent d'ailleurs tous les jours de cette piste pour faire du sport, du foot ou du volleyball. C'est vraiment un lieu d'échange et de réunion, et dès le coucher de soleil, tout le monde se réunit à cet endroit-là. J'ai pas très bien compris, entre 18h45 et 19h, tout s'arrête, les voitures, les motos, tout le monde s'arrête. Je vais me renseigner. Il y a la police qui effectivement arrête toutes les personnes qui pourraient avoir envie de traverser. Bon, la réponse est simple, l'interdiction de circuler est un encouragement à la prière du soir. C'est pour pousser les gens à aller à l'église. 97% des Tuvaluans sont chrétiens. En fait, presque tout le monde appartient à l'église de Tuvalu. C'est une église protestante qui sert certes de lieu de culte, mais permet aussi de rassembler ses habitants et reflète surtout l'importance de la religion dans la vie quotidienne et la vie sociale et communautaire du pays. C'est vrai que ce pays est tout petit, mais pour aller d'une île à l'autre, c'est très long. La distance est de 680 km entre Niulakita et Nanumea, qui sont les deux îles les plus éloignées de Tuvalu. C'est l'équivalent de Nantes-Montpellier en bateau. Alors certes, cet État est l'un des moins peuplés et les plus petits en taille dans le monde, mais pour autant, ce pays est très étendu. Les eaux territoriales et la zone économique exclusive représentent une zone maritime gigantesque. La configuration géographique de l'archipel des Tuvalu fait que le ratio terre-mer est unique au monde. Et ce petit bout de terre en fait à l'inverse une immense nation maritime. Au vu du peu de terre émergée, 99% de la superficie totale des Tuvalu est constituée d'eau. Les droits souverains des Tuvaluans à disposer d'un aussi grand territoire vient du droit maritime international. Les Nations Unies ont élaboré en 1982, à la Convention de Montego Bay, les règles du droit maritime et des eaux territoriales, et ont créé des zones économiques exclusives, ZEE. Cette convention codifie l'espace maritime d'un État côtier, continental ou insulaire. Jusqu'à 12 000 nautiques, ce sont les eaux territoriales, qui permet aux États d'appliquer leur juridiction, et au-delà, et jusqu'à 370 km, s'étend la zone économique exclusive, qui permet à l'État côtier d'être souverain en matière de pêche, d'exploitation pétrolière et de manière plus générale d'exploration, de conservation et de gestion des ressources de la mer et du sous-sol. Prenons un exemple. Une petite île perdue au milieu de l'océan, ayant 1 mètre de diamètre, permet d'obtenir un espace maritime de 431 000 km². Et l'archipel des Tuvalu, avec 26 km² de terre émergée,
bénéficie d'un territoire de 750 000 km². Son territoire et sa zone maritime représentent 29 000 fois sa superficie terrestre. Les Tuvalu, c'est un confetti de terre dans un océan de droits maritimes. Tous les pays maritimes possèdent des droits exclusifs sur une bande de terre de 370 km qui entoure leurs côtes, dans laquelle ils ont le droit notamment de pêcher tous les poissons et d'exploiter les ressources. Mais que se passerait-il si la côte disparaissait ? Les îles des Tuvalu sont situées à quelques centimètres au-dessus de l'océan Pacifique. Dans l'ensemble du groupe d'atolls et d'îlots de l'archipel, l'altitude la plus élevée grimpe au maximum à 4,5 mètres au-dessus du niveau de la mer, sur l'île de New Lakita. Et globalement, l'élévation moyenne sur les îles ne fait même pas 2 mètres, ce qui en fait l'état par point culminant le plus bas du monde, mais aussi l'un des plus vulnérables. Vulnérable face aux vagues, aux tempêtes, aux orages, aux cyclones, l'archipel des Tuvalu, qui en principe est situé un peu au nord de la trajectoire classique des typhons, a vu ces dernières décennies le bouleversement climatique frapper régulièrement son territoire. Avec une altitude des terres émergée aussi basse, toutes les îles de Tuvalu sont désormais vulnérables à la montée des eaux et des océans. Selon les observations des experts du climat, l'élévation du niveau de la mer a été en moyenne de 3,5 mm par an depuis 1993. Et si la hausse se poursuit à ce rythme, les océans pourraient gagner encore près d'1 mètre d'ici la fin du siècle. Rien qu'au cours de la dernière décennie, les atolls de Tuvalu ont déjà perdu 3 mètres de rivage. D'ici à 2050, la moitié de ces 26 km² seront sans doute engloutis par des marées quotidiennes. Et en 2100, d'après le GIEC, 95% de l'archipel est menacé d'être submergé. Je vais donc passer quelques jours ici, dans l'une des nations les plus isolées au monde et des plus vulnérables, à rencontrer une population menacée par la montée des eaux et des maisons qui pourraient bien disparaître totalement de la surface du globe. My name is Philip. Philippe, my name is Olivier. Olivier. On est ici, il fait super chaud. On est à Tuvalu et je cherche à rencontrer le monsieur qui fait les petits souvenirs en bois pour les ramener évidemment chez moi. Donc j'ai demandé à ces messieurs s'ils connaissaient. Voilà. Ok, je vais aller voir ce qui se passe derrière. Hop, ici. Ah, c'est super joli. Ah, donc là, on voit que la mer, elle est à 2 cm. Ah, et toujours ce cadre paradisiaque. Après, c'est toujours dommage
de voir beaucoup de plastique, des pneus, de ferraille, je sais même pas ce que c'est. Ça, je pense que c'est une voiture. Ah, ça doit être une vieille voiture. Ah, le contraste saisissant. L'eau, le ciel et la décharge. Ça, c'est le plus grand supermarché de Tuvalu, donc du pays. Et il n'y a pas grand-chose. Un peu compliqué. Ça, c'est... Voilà, fin. Pas vraiment de quoi te restaurer. Fin de la visite du plus grand supermarché. Bon, je continue d'essayer de trouver un petit souvenir, c'est pas facile à Tuvalu. Il n'y a pas de magasin de souvenirs. Au niveau de l'économie du pays, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas vraiment d'agriculture parce que très peu de terres arables, pas vraiment de tourisme parce que le pays est trop éloigné et trop isolé, il n'y a pas non plus de bateaux de croisière parce que les rivages ne sont pas assez profonds. En fait, le pays est classé dernier de la liste des pays selon le produit intérieur brut à parité de pouvoir d'achat. Tuvalu est juste le pays le plus pauvre du monde avec un PIB d'environ 60 millions de dollars en 2023. Pour vous donner une idée du budget de l'État, c'est moins que n'importe quelle société cotée en bourse sur la plupart des bourses européennes. Tuvalu ne possède pas les ressources naturelles en phosphate de son voisin Nauru, ni la richesse de l'église du Vatican, ce n'est pas non plus un refuge pour les riches et les célèbres comme à Monaco, et pourtant, l'État de Tuvalu fonctionne avec un excédent budgétaire. Oui, j'ai bien dit un excédent budgétaire. Quand on sait que la France est en déficit tous les ans depuis plus de 50 ans, on ne peut être qu'admiratif de ce petit pays. Mais comment font-ils ? Alors tout d'abord, c'est grâce à la fameuse zone économique exclusive immense dont je vous ai parlé et qui représente avec les droits de pêche une des principales sources de revenus du pays. Mais c'est aussi grâce à un coup de chance incroyable. Grâce à l'attribution des suffixes Internet et à l'extension des noms de domaine. Laissez-moi vous raconter cette histoire fascinante qui est arrivée à l'archipel des Tuvalu. En 1985, les pionniers d'Internet inventent le système de nom de domaine pour simplifier l'accès au site web. Parce qu'à l'origine, pour contacter un serveur web, on devait connaître son adresse IP et personne n'arrivait à mémoriser tous les numéros.
Alors ils ont créé les noms de domaine et un annuaire, le DNS, qui associe un nom de domaine et son adresse IP. Du coup, fini les adresses en chiffres IP impossibles à retenir, place au nom. Le tout premier domaine déposé, c'est symbolique.com, un fabricant d'ordinateurs qui clairement n'a pas connu le même succès que le suivant, IBM, mais ça reste le premier site internet au monde à avoir eu son nom de domaine. Au départ, il y avait donc l'extension générique en .com, puis en 1996, les grands pontes d'Internet décident de donner à chaque pays une extension du nom de domaine. Des extensions nationales comme .fr pour la France, ou .ru pour la Russie, ou .ca pour le Canada. Et là, bingo, Tuvalu hérite du .tv. Pas mal pour un petit pays dont l'économie reposait sur la pêche et la noix de coco. Mais qu'est-ce qu'ils allaient bien pouvoir faire d'un .tv ? À l'époque, personne n'imaginait que ce petit bout de code deviendrait une mine d'or. Et c'est là que l'histoire devient folle. Des sociétés comme Twitch, plateforme de streaming pour les gamers, Dailymotion, le YouTube français ou France Télévisions, ont vu le potentiel du .tv. Ils ont donc décidé de payer une redevance à Tuvalu pour utiliser leur nom avec un .tv au bout. C'est le jackpot pour Tuvalu. Le gouvernement décide de vendre la gestion du .tv. C'est VeriSign, le géant qui s'occupait déjà du .com, qui remporte l'enchère avec un contrat de 50 millions de dollars sur 12 ans. Résultat, chaque trimestre, Tuvalu empoche 1 million de dollars, soit plus de 10% de son PIB, sans lever le petit doigt. Et avec ce pactole, Tuvalu rejoint même les Nations Unies en tant que 189e membre. L'extension du .tv devient une vraie pépite et en 2021, Tuvalu renégocie son deal, cette fois avec GoDaddy, un concurrent de VeriSign, et le montant du contrat reste secret pour l'instant, mais les millions continuent de pleuvoir grâce à la popularité du .tv. Grâce à un coup de chance et à une stratégie astucieuse, Tuvalu a transformé son extension .tv en une source de revenus non négligeable pour l'État. Voilà comment une petite île du Pacifique a su tirer parti de l'Internet mondial. J'ai mes petites bouteilles, bouteilles d'eau. J'ai trouvé le big boss de la station essence. Il m'a dit qu'il connaissait peut-être quelqu'un, donc il m'emmène en voiture voir si on peut trouver la personne qui fait les petits souvenirs. Ça permet surtout de faire des rencontres. Coucou. Ah, ça c'est un ancien hôtel qui a été réaffecté, je sais pas trop pourquoi. On cherche le monsieur. C'est là où on voit que les gens sont vraiment sympas. Voilà, comme ça, spontanément, il s'est proposé de chercher avec moi le gars. On est en train de faire de porte en porte. Bon, on va peut-être trouver un monsieur. C'est le même monsieur que tout à l'heure. Il va me montrer, je crois qu'il a dit que c'était pas terminé. Il n'a pas ses outils. Ah là c'est génial. On est à Tuvalu. Alors on vient de sortir les petits arcs. Yeah, it's nice. You are right, it's not finished. Not yet finished. Yeah. Alors, Can you fit? on a mis ça sur la tête. Je sais pas trop à quoi je vais ressembler.
Je galère un peu à trouver un souvenir parce qu'il n'y a quasiment pas de touristes à Tuvalu. Avec environ 1500 visiteurs seulement par an, dont 60% pour des raisons professionnelles, Tuvalu est l'un des pays les moins visités au monde. Le problème vient principalement de son isolement géographique et de la difficulté pour les touristes à venir jusque sur l'archipel. En venant d'Amérique, d'Europe ou d'Asie, il faut souvent prendre 3 à 4 vols pour se rendre sur les atolls de Tuvalu. À l'heure actuelle, seulement 2 compagnies aériennes assurent des vols réguliers vers Funafuti. Air Kiribati, avec un seul vol par semaine, et Fiji Airways. Mais attention, avec Fiji Airways, on ne peut partir que de Fidji. Et encore, pas de l'aéroport international de Nadi, uniquement de l'aéroport de Suva, qui se trouve évidemment de l'autre côté de l'île. Ce qui fait une escale de plus et bien souvent une journée de plus pour venir à Tuvalu. Et pour couronner le tout, il n'y a que 3 vols par semaine, mardi, jeudi, samedi. Du coup, mieux vaut ne pas avoir de retard sur votre vol précédent ou louper votre correspondance, parce que sinon l'enchaînement de votre voyage et de votre programme dans le Pacifique deviennent vite une grosse galère. Ces contraintes sont une des raisons principales qui font que les gens ne viennent généralement pas en vacances à Tuvalu. Les très rares touristes sont davantage des intrépides, des aventuriers ou des gens qui, comme moi, font le tour du monde. Et pour les quelques courageux à faire le voyage, une fois arrivés sur place, il y a de toute façon très peu d'infrastructures et seulement 4 hôtels. À quoi bon d'ailleurs en construire de nouveaux, puisque depuis des années, le gouvernement annonce craindre que son territoire ne disparaisse en raison de l'élévation du niveau de la mer. C'est vrai que l'archipel des Tuvalu est clairement en première ligne pour être englouti par l'océan. Et depuis des années, l'État insulaire réclame de l'aide aux pays développés, historiquement responsables du dérèglement climatique. Les autorités alertent d'ailleurs parfois avec créativité, comme en 2021, lorsque le ministre des Affaires étrangères a marqué les esprits en prononçant un discours très symbolique, les pieds dans l'eau. In Tuvalu, we are living the realities of climate change, sea level rise, as you stand watching me today at COP26. We cannot wait for speeches when the sea is rising around us all the time. Climate mobility must come to the forefront. We must take bold, alternative action today to secure tomorrow. Et ces images ont fait le tour du monde, d'autant plus qu'elles n'ont pas été filmées au hasard, bien au contraire, c'est une zone qui était autrefois recouverte de terre. Si vous regardez bien sur la vidéo juste derrière, il y a une dalle de béton. Ce sont les restes d'un canon de la Seconde Guerre mondiale que les Américains avaient construit sur Terre. Et dans le film ou dans la vidéo que j'ai prise sur place, on voit clairement que le canon est désormais entouré d'eau. Ce qui prouve véritablement l'impact de l'élévation du niveau de la mer et pose également un défi juridique sans précédent. Un État peut-il continuer d'exister s'il disparaît de la surface de la Terre? Selon le droit international, une nation pour exister doit avoir un territoire. Donc techniquement, si le territoire disparaît, la nation disparaît. La montée de l'océan menace donc non seulement les habitants, les habitations, mais aussi le territoire et la viabilité de l'État. L'éventualité du déménagement de toute la population remet en question les fondements mêmes de l'existence de Tuvalu. La disparition des terres et l'exode de tous les Tuvaluans mettraient en jeu la survie juridique du pays, la reconnaissance internationale, la nationalité des citoyens et leurs droits souverains sur les espaces maritimes tels que ceux définis dans la Convention de Montego Bay sur la délimitation des zones économiques exclusives.
Les Tuvalu n'ont pas le choix, ils doivent continuer à exister. Parce que conformément à la Charte des États-Unis, un État est constitué d'une population, d'un gouvernement et bien sûr d'un territoire. Cependant, si les eaux submergent les terres et les atolls de l'archipel, la question se pose. Les Tuvalu pourront-ils maintenir leur statut d'État membre de l'ONU? Les Tuvaluans conserveront-ils la nationalité d'un pays disparu? Imagine standing on the last patch of land you can call home, only to watch it disappear beneath your feet. This is not a distant nightmare. It is the impending reality for my people in Tuvalu. At the relentless pace of sea level rise, Tuvalu is predicted to be engulfed by the ocean within decades. But it's not just the land we stand to lose, it's our identity, our nationhood. Dans cette nouvelle vidéo, Simone Coffey continue d'interpeller l'opinion publique mondiale et tente de faire émerger le concept de territoire virtuel. Il y explique comment Tuvalu va devenir la première nation numérique au monde et comment il veut garantir le maintien de sa souveraineté face aux catastrophes climatiques. Le gouvernement va cartographier numériquement l'intégralité de ces 124 îles et surtout a déjà inscrit une nouvelle définition de l'État dans sa constitution, la première du genre au monde. L'État y affirme que sa souveraineté perdurera et sera maintenue quelle que soit l'élévation du niveau de la mer. Un système d'identité numérique devrait à terme permettre de connecter la diaspora tuvaluane avec un passeport numérique stocké sur la blockchain et une interface qui permettrait aux citoyens de gérer les affaires courantes gouvernementales en ligne, des élections au référendum en passant par les naissances, décès et mariages. Pour faciliter cette migration numérique de Tuvalu, l'État a commencé à moderniser son infrastructure de communication. Un câble sous-marin va être posé et fournira la bande passante dont l'archipel a besoin pour faire passer l'archipel vers le Tuvalu Cloud. If you were about to lose everything, what is the one thing you would save? Si vous étiez sur le point de tout perdre, quelle est la seule chose que vous sauveriez? Les mesures prises par les dirigeants de l'archipel visent à être à la hauteur de la tragédie de perdre toutes leurs îles. Les objets, le langage, l'histoire, les danses traditionnelles et tout ce qui peut avoir une valeur sentimentale seront numérisés et feront partie d'un arche numérique. Tuvalu is a small nation with a small carbon footprint. Our carbon reduction efforts alone cannot stop climate change. Unfortunately, not one country is on track to meet the targets set in the Paris Agreement. It will take immediate, decisive action from global superpowers to stop rising sea levels. The fate of our homeland is in your hands, but the fate of our country is in ours. We can't outrun the rising tides, but we will do what we can to protect our statehood, our spirit, and our Tuvaluan values. Il ne suffit pas de décider de changer la Constitution pour continuer d'exister à perpétuité. L'idée de préserver les îles de Tuvalu en numérique pour les générations futures est certes une étape importante, mais en fin de compte, la reconnaissance du statut d'État dépendra de la volonté des autres pays de l'ONU de reconnaître ou non cette souveraineté. L'idée de créer un État numérique, un double digital, pour déménager la population dans le métavers, reste une option par défaut. Cette solution ne saurait remplacer la vie réelle sur les îles. Même si les atolls sont engloutis, une réplique 3D et un support virtuel ne pourront jamais capturer l'essence de la vie sur place. Les traditions, les coutumes, les fêtes, le climat, la chaleur du soleil sur la peau, le vent dans les cheveux ou simplement le fait de boire un verre entre amis, tout ça ne se dématérialise pas.
le support digital n'est qu'une commodité virtuelle, il n'est pas la réalité. Créer un double numérique de cette monarchie du Pacifique peut certes sensibiliser le monde aux dangers imminents qui menacent Tuvalu. Il pourrait aussi servir de moyen de préserver l'identité culturelle et la souveraineté juridique du pays en cas de catastrophe. Mais il ne s'agit que d'un métavers, un monde virtuel où des avatars tridimensionnels évoluent sur un écran. L'idée de construire un monde numérique est déjà assez effrayante, mais elle devient encore plus tragique lorsqu'il s'agit de reproduire un monde sur le point de disparaître à jamais de la réalité physique. Heureusement, il existe peut-être une autre solution. Une autre mesure est de reconstruire. Pour faire face à la catastrophe annoncée, Tuvalu a donc développé un plan de grande envergure, Te La Figa o Tuvalu, qui peut se traduire par « refuge de Tuvalu ». Leur cri d'alarme pour alerter la scène internationale a été entendu et avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement, le gouvernement prévoit de protéger certaines terres et d'accompagner les habitants à long terme. Voici donc peut-être le premier État qui disparaîtra avec le changement climatique. Alors il y a quelques renforts, semble-t-il, qui commencent à se dessiner ici ou là. Mais on a appris il y a quelques jours que l'Australie proposait, dans l'hypothèse où l'île était submergée, de devenir les premiers réfugiés climatiques. I believe that developed nations have a responsibility to provide assistance, and that is precisely what we are doing through this Gallipoli agreement we have signed here today. Un premier accord diplomatique a été signé avec l'Australie qui offre non seulement l'asile climatique aux Tuvaluans en cas de catastrophe naturelle si les îles venaient à être submergées, mais promet aussi de mobiliser plus de 9 millions d'euros pour consolider les côtes de Tuvalu. C'est totalement inédit. C'est le premier accord qui s'attaque spécifiquement à la mobilité climatique et le premier texte sur l'immigration due au réchauffement climatique. Cette solution n'est pour le moment que modélisée, mais les objectifs sont nombreux pour apporter des solutions pérennes au-delà de 2100. Tout d'abord, 3,6 km² de l'atoll de Funafuti seront surélevés pour protéger les terres contre les inondations. En parallèle, les habitants seront progressivement relocalisés vers des secteurs sécurisés. Les infrastructures essentielles, comme les écoles et l'hôpital, seront reconstruites en dehors des zones à risque. De nouvelles zones commerciales, des magasins, des logements communautaires et des espaces verts seront quant à eux créés pour améliorer la qualité de vie des habitants. Ce plan ambitieux prévoit aussi un approvisionnement durable en eau potable et une meilleure sécurité alimentaire. Des infrastructures résistantes aux tempêtes seront mises en place, y compris des installations maritimes et un nouvel aéroport. Enfin, la phase 2 du plan, réalisable une fois que tous les habitants auront été déplacés en sécurité, prévoit d'élever davantage l'île d'origine, d'aménager et de créer des zones vertes agissant comme tampons contre les vagues et les tempêtes sur les rivages. Ce plan représente une vision où tous les habitants de Tuvalu peuvent être hébergés en sécurité à l'avenir. C'est une solution techniquement réalisable face à l'élévation du niveau de la mer. C'est surtout un plan qui transforme les défis en opportunités.
L'histoire des îles Tuvalu est une histoire d'endurance et d'adaptation face aux défis environnementaux. L'histoire de l'archipel est une épopée humaine extraordinaire, marquée par l'immigration ancestrale des Austronésiens, témoignant de l'ingéniosité et de la résilience des premiers habitants qui ont traversé des milliers de kilomètres pour peupler ces îles isolées. Cette migration, véritable voyage dans le temps, a façonné l'identité unique des Tuvaluans et leur lien profond avec leur environnement insulaire et marin. Aujourd'hui, Tuvalu se trouve à un tournant critique. Menacée par la montée des eaux due au changement climatique, cette nation risque d'être noyée sous les eaux. Cette perspective bouleversante remet en question l'avenir même de son peuple, créant un contraste saisissant avec sa colonisation originelle. On l'a vu, la survie de ces îles peut résider dans l'élévation des atolls et ce projet peut même être financé par les revenus des droits de pêche de son vaste territoire maritime, ainsi qu'avec les redevances annuelles provenant des noms de domaine en .tv. En combinant les ressources traditionnelles et modernes, Tuvalu pourrait non seulement se protéger contre les effets du changement climatique, mais aussi honorer l'héritage de ses ancêtres navigateurs en montrant une fois de plus la capacité de ses habitants à s'adapter et à prospérer face à l'adversité. L'histoire de l'immigration ancestrale dans ces îles nous rappelle la capacité humaine à s'adapter et à persévérer face à l'adversité. Mais elle nous exhorte également à prendre des mesures concrètes pour protéger ces environnements vulnérables et les populations qui en dépendent. Le destin de Tuvalu est étroitement lié à l'avenir de notre planète. Voilà, fin du séjour à Tuvalu sur la piste de décollage. J'espère que vous avez kiffé ce voyage sur le passé, le présent et le futur de Tuvalu. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Il est désormais temps pour moi de quitter ce petit bout de territoire pour partir découvrir d'autres terres, d'autres histoires et d'autres pays du monde. Dans le prochain épisode, je vous emmènerai visiter mon 164e pays dans les îles Salomon.